va se passer avec mon ami Lionel le micro et les questions. Peut-être changer la slide derrière, non? Oui. Ouais. On va peut-être pas rester là-dessus. Positiver un peu. Hein? Alors, je disais, on va juste changer la slide derrière pour essayer de positiver un peu et pas rester là-dessus. On a dit, on ne peut que progresser. Voilà. Super. Bonjour à tous. Effectivement, ça a fait beaucoup réagir sur beaucoup de choses. Merci Arnaud. Je sais combien tu as investi sur ces sujets-là. Effectivement, parfois, il faut un peu provoquer pour faire avancer les choses. Première question peut-être à Olivier, qui nous a impressionnés avec cet hôpital numérique que tout le monde rêve d'avoir. Combien de temps vous avez mis à le construire? Et justement, par rapport à cette conduite du changement, comment est-ce que vous avez réussi à faire évoluer les mentalités des directions, des médecins, des différents intervenants pour arriver à ce résultat? Alors, donc la construction de l'hôpital a pris 5 ans. Donc c'est assez court. On a eu deux facteurs majeurs qui ont permis de construire un hôpital aussi vaste en 5 ans. C'est qu'on a eu 2 hivers très doux et donc on a pu bétonner pendant 3 ans sans discontinuer. Donc ça fait partie des facteurs chance. L'autre aspect, c'est qu'on a eu un très bon architecte et de la coordination de tous les corps de métier était vraiment assez performante. Donc voilà, donc c'est un cycle assez court. Ce qui est important aussi de noter, c'est que moi je venais d'un autre monde. Hein. Lorsque j'ai fait la connaissance du secteur hospitalier, je veux réinsister sur cette logique de décloisonnement des équipes. Donc je suis arrivé et Denis, mon collègue chirurgien, m'a dit « je t'emmène dans toutes les salles d'op du groupe ». Donc j'ai été tout voir. Je ne me suis pas évanoui. Il m'a monté de la neurochirurgie, de l'orthopédie, tous les types de salles d'op. On a fait le tour de tout l'hôpital pour que je comprenne ce que c'était justement le métier de médecin dans un hôpital. Et lui, il a fait l'inverse. Donc je l'ai envoyé en formation sur l'architecture du système d'information. Je lui ai montré ce que c'était un serveur, ce que c'était un réseau. Et donc c'est cette approche multidisciplinaire qui est vraiment majeure. Et je voyais dans ton slide, c'est vrai que pas assez de coopération dans les silos. Si je peux mettre un élément en avant aujourd'hui, c'est bien celui-là. C'est le décloisonnement des différents secteurs qui a rendu la richesse de concevoir un projet qui intègre la logique médicale et la logique technologique. Et l'autre aspect majeur, et là j'ai cette chance d'avoir un profil à côté de moi qui s'appelle Denis Goldschmidt et qui est un chirurgien vraiment d'exception, il est ultra attentif à l'ergonomie des actes qu'on doit saisir au niveau informatique. Et ça, c'est capital. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on conçoit, lorsqu'on améliore des processus d'encodage, lorsqu'on envisage la prescription laboratoire et qu'on doit concevoir les outils à la saisie, tout de suite, il pense comme un médecin. Donc ça doit être rapide, efficace, on doit avoir des favoris et on doit faire un minimum de clics. Et ça, c'est capital. Ça, c'est vraiment cette approche métier, elle est capitale. Alors au niveau de la direction générale, très clairement, je pense que j'ai été aussi recruté au sein du Chirec parce que je venais avec une approche nouvelle, peut-être dans un secteur qui est plus mature au niveau technologique, mais il y a eu cette logique de confiance, cette carte blanche qui a été donnée, et donc lorsque je suis arrivé dans le groupe, j'ai tout refait, tout de A à Z. Pourquoi? Tout simplement parce que, malgré le fait qu'on avait un bon architecte, il faut savoir que le data center était au rez-de-chaussée, sur une baie vitrée qui donnait à l'extérieur, bonjour pour les intrusions, et que les kinés avaient décidé entre-temps de construire une piscine parce que c'est très sympa, elle était juste au-dessus du data center, et que la dalle résistance au sol, c'est 500 kg par mètre carré, alors qu'il en faut le triple. Et donc voilà, on travaillait avec des normes de câblage qui étaient anciennes, on travaillait avec des normes de fibre optique qui étaient anciennes, on travaillait avec des logiques de sécurité et de redondance qui n'étaient plus bonnes, on a tout refait. Et lorsqu'on a imaginé le bloc opératoire digital, c'est un gros projet avec Econocom, donc on a fait disparaître ces 2 prises réseau qu'on avait mis, on ne sait pas trop bien pourquoi, dans le bloc opératoire, et on a digitalisé complètement la logique de ce bloc opératoire. Pourquoi? Parce qu'on était dans une perspective de rendre tous les flux vidéo IP et qu'on savait que globalement, la médecine sous endoscopie allait croître de plus en plus, qu'on diminue pour des questions de coûts les présences en unité de soins. C'est toutes ces stratégies aujourd'hui qui ont accompagné la réflexion. Et ça, franchement, c'est capital. Donc de penser de manière mixte, technologie et monde médical, ça nous permet de nous projeter avec des projets que j'ai illustrés aujourd'hui.
Merci Olivier. Une petite question complémentaire. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans les hôpitaux et je n'oserais pas poser la question à Arnaud parce que j'ai l'impression que c'est très variable, mais je sens une évolution dans la perception du besoin, de l'intérêt de la numérisation dans le monde hospitalier. Je posais cette question à Paul pour être sûr d'avoir une réponse modérée. Est-ce qu'on est arrivé à un point d'inflexion dans lequel la numérisation est devenue incontournable ? Et est-ce que les mentalités au sein des décideurs hospitaliers ont intégré le fait que l'hôpital sans le numérique ne sera plus possible dans les années à venir ? Ça, je pense que oui, parce que est-ce qu'il y a vraiment encore des hôpitaux sans numérique ? Rien que pour faire la facturation, je crois, au lieu d'avoir 10 comptables, bon. Mais une remarque quand même, parce qu'on a parlé du béton. Donc, on a pu bétonner grâce au climat. On avait des erreurs, mais monstrueuses, sur quelque chose qui n'est pas digital du tout. Et je voudrais souligner cela parce que c'est ce qui me choque souvent quand on parle d'hôpital numérique. En fait, on parle d'un hôpital qui est classique, c'est un bâtiment. Au 19e siècle, il faisait des bâtiments solides aussi, sauf que, bien sûr, il ne disait pas « est-ce que la Wi-Fi passe ?» Mais on a toujours cette idée d'avoir un bâtiment qui doit, bien sûr, correspondre à son utilisation, et il y a en plus du numérique. On pourrait aussi pousser dans une toute autre direction. Donc ta question là, c'est l'hôpital qui se numérise, bien sûr. Je prends l'exemple du chirurgien au bloc opératoire. Selon la spécialité, pas toutes, mais souvent, on voudrait voir l'imagerie. J'opère et j'ai besoin de l'imagerie. Sans numérique, le chirurgien était satisfait aussi. Il mettait sa radio. Il y avait des beaux négatoscopes. Et de nos jours, on va dire, mais c'est incroyable le bond en avant qu'on a fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il existe une étude contrôlée sur le bond en avant pour voir une fracture, de se dire « ah oui, elle passe comme ça, que je mette ça comme ça ou que je regarde sur écran ». Le bond en avant vient bien sûr dans la technologie qui va beaucoup plus loin. Je fusionne des imageries, j'ai mon scanner au bloc, j'ai l'imagerie hybride, etc. D'accord. Mais pour revenir à ma première pensée, l'hôpital numérique, est-ce que ça pourrait être quelque chose où il n'y a presque plus d'hôpital ? C'est-à-dire, il n'y a qu'un peu de béton, ou même pas de béton, mais une espèce de belle cage légère pour abriter le bloc opératoire, et tout le reste, on le gère avec le minimum, et justement la digitalisation qui fait que le patient va suivre un chemin tout à fait différent. Et je dirais, là, il y a deux éléments totalement différents, finalement, dans cette discussion-là. Effectivement, Arnaud. J'interviendrai quand même en étant pas trop disruptif. Et juste une chose, mesdames et messieurs les éditeurs de DPI, les DSI, cessez de vous réfugier derrière « les médecins sont contre la numérisation ». Ce n'est pas vrai. Les médecins sont prêts, les soignants sont prêts à être numérisés. En revanche, ils ne sont pas prêts à accepter des outils qui ne sont pas ergonomiques. Et c'est ce qu'on disait. L'important, finalement, ce n'est pas le logiciel, c'est son ergonomie. Quand on me dit, oui, c'est facile de prescrire, il suffit de faire un clic droit, contrôle alt-sup, et puis non, c'est pas possible. Et ce qui tue les logiciels, actuellement les DPI, c'est leur manque d'ergonomie. Si les logiciels sont ergonomiques, les médecins, les infirmiers suivront naturellement le process de la numérisation. Ils le suivent sans problème, ils ont tous leur smartphone, ils sont tous connectés, tous numériques, mais simplement on leur fournit un outil qui n'est pas adapté à leurs besoins, qui n'est pas ergonomique pour ceux dont ils ont besoin. Et ça, c'est ça qu'il faut changer. Je peux être proli. Oui. Et je vais ajouter, par rapport à la cage de Faraday, il faut que ça fonctionne partout dans l'hôpital. Et donc, de nouveau, ce qu'on a pu mettre en avant dès qu'on a une couverture Wi-Fi complète, mesurée et sur l'ensemble des 100 000 m², et qu'on a aussi équipé des relais indoor GSM, donc pour tout ce qui est GSM 3G, 4G, au sein de l'hôpital, donc sous-sol et en général centre de bâtiment, pour avoir également une couverture complète au niveau 3G, 4G et GSM. Et donc, ce sont des petits outils. Alors, c'est vrai qu'on diabolisait un peu le GSM dans le passé au sein de l'hôpital. Aujourd'hui, on est dans une logique... Alors, on a fait ce choix inverse, d'accord, complètement inverse. Et donc, on a une couverture complète sur tous les systèmes de mobilité.
Et ça marche très très bien. Ça marche très bien. Et donc les outils doivent être performants. Et de nouveau, par rapport à la gestion de l'image, on doit avoir des images qui sont gérées lorsque le médecin, le chirurgien a son endoscope dans le ventre du patient. Il ne faut pas qu'il y ait 2 secondes de décollage par rapport à l'image qu'il a sur ses écrans au niveau du cialytique. Donc c'est certain. Donc ça demande des puissances en termes d'infrastructures techniques qui sont vraiment importantes. Et ce défi-là, c'est un défi de complexité, c'est un défi de technologie, et c'est un élément qu'il faut relever. Parce que sinon, on n'a pas l'adhésion du corps médical. Alors, avant de laisser la parole à la salle que je sens trépigner d'impatience d'interagir avec vous, je vais te laisser encore la parole, Arnaud, et tu vas pouvoir retaper sur les éditeurs. Tu as quand même mentionné un problème, et peut-être qu'Olivier pourra nous dire comment il l'a résolu, ce problème d'interopérabilité, ce problème de cloisonnement, de fait que non seulement, peut-être qu'ils ne sont pas ergonomiques, c'est certains logiciels, mais qui ne se parlent pas entre eux, que c'est difficile d'avoir une vision 360, puisqu'on est sur une journée 360 du parcours patient, d'un certain nombre d'actes qui peuvent être faits. Comment tu vois évoluer les choses? Comment tu aimerais que les choses évoluent? Et Olivier, comment vous avez fait au Delta pour faire en sorte d'avoir, j'espère, un système d'information à vision unique au sein de l'hôpital? Pour les DPI, c'est relativement simple. C'est travailler avec les utilisateurs finaux. Il faut que les utilisateurs finaux soient intégrés dans le développement. Vous voyez, enfin, c'est un truc tout bête, c'est que Axigate, j'ai un de mes collègues du coup, qui a été travailler chez eux, ils n'avaient jamais eu de médecin dans l'équipe. C'est un truc tout bête, mais comment voulez-vous faire? Enfin, vous pouvez être le meilleur ingénieur du monde, si vous ne savez pas ce dont a besoin l'utilisateur, c'est foutu. Voilà, vous pouvez fabriquer une Ferrari, s'il manque 10 cm à l'utilisateur pour toucher le volant, ça ne peut pas marcher. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire, il faut travailler ensemble et ne pas hésiter à faire du living lab, aller vivre, aller tester les matériels dans de la vraie vie avant de les déployer. Alors, un élément complémentaire, c'est que l'informatique médicale est très complexe. Et aujourd'hui, vouloir aborder toutes les dimensions de la médecine dans un seul applicatif, je pense que c'est illusoire. Et on est parti, je l'ai mentionné rapidement, d'une stratégie dans le passé où on voulait tout développer sur mesure. Je peux vous garantir qu'en 4 ans, j'ai mis à la poubelle tout ce qui a été fait pendant les 30 dernières années. Mais avec une stratégie nouvelle, c'est-à-dire le socle central doit être le DPI, ça c'est certain. Mais on y intègre alors tout ce qu'on a appelé chez nous les best of breed. Donc on est allé chercher les meilleurs dans les secteurs d'activité de niche, c'est-à-dire la gestion du quartier opératoire, la gestion de la stérilie, l'oncologie, la procréation médicalement assistée, la pharmacie. Donc on a alors été chercher un ensemble de paquets de logiciels qui étaient vraiment très ciblés sur la réalité métier, qui correspond alors aux attentes du médecin, et ça c'est capital. Et alors en effet, il y a le grand débat technologique d'interfacer tout ça. Et donc, il faut évidemment positionner de nouveau une plateforme d'échange de flux. Voilà, nous, on a fait un choix technologique autour d'Intersystem, que Zoltan connaît bien. Et donc, cet outil, aujourd'hui, nous permet d'échanger au sein de l'hôpital l'ensemble des informations à travers le seul et unique réceptacle qui est le dossier patient informatisé. Et cette interopérabilité, elle est capitale. Et je ne mentionne pas le labo, évidemment, qui est également capital. On va laisser la parole à la salle. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une première question pour lancer? Ok, je vous demanderai juste de vous présenter rapidement et de poser votre question. Merci beaucoup. Oui, Stéphane Vivet, Premium Peers. Alors, j'ai une question qui, peut-être tout le monde se la pose sans oser la poser, quitte à donner mal à la tête à votre voisin de gauche. Là, je m'adresse à Monsieur Remacle. Quel était l'investissement pour réaliser à la fois la partie, on va dire, émergée de l'iceberg, donc votre data center, votre best of breed, et surtout la partie immergée de l'iceberg, donc à savoir tout ce qui est formation, conduite du changement. Donc j'aurais voulu avoir un peu un ordre de grandeur. Et puis deuxième question, quel est le coût de fonctionnement? Est-ce que vous êtes largement au-dessus de 4% ou pas? Merci. C'est des bonnes questions. L'hôpital a coûté 350 millions d'euros, donc 120 000 m², donc 100 000 m² utiles. Et au sein de ce budget de 350 millions d'euros, il y avait 85 millions d'euros pour les équipements, dans laquelle on a retrouvé le budget IT. Et le budget IT, donc pour construire cet hôpital numérique, c'est 2 enveloppes d'environ 9 millions d'euros. Donc sur une enveloppe de construction sur 2 ans. Donc voilà, ça c'est les chiffres. Et donc ça correspond aujourd'hui, on est aux alentours de 3,5% de notre chiffre d'affaires en termes d'investissement. Alors c'est clair que
je ne vais pas cacher que ce virage aujourd'hui, c'est un de nos sites, hein, on en a 9. On a 8 autres. Les 8 sont encore dans la logique analogique, hein, en fait, configuration plus ancienne. Mais il ne faut pas se voiler la face. Ce virage numérique coûte cher, et notamment nos budgets, qu'on appelle chez nous OPEX, les budgets opérationnels, ont fortement augmenté. Lorsque je suis arrivé au Chirec, ils étaient environ 3,5 millions par an. Aujourd'hui, on est à 7 millions. Donc on l'a doublé en 4 ans. Et donc ça a des impacts quand même significatifs. C'est le réseau qui explose, c'est les flux informatiques, plus de serveurs, plus de puissance machine. Et donc l'ensemble de ces éléments, vous avez vu que tous les appareils biomédicaux maintenant sont intégrés dans l'IT du data center. Tout ça, ça coûte cher. Et donc c'est de manière globale. Donc vous avez un groupe hospitalier. Donc on a 1100 médecins sur le site même de Delta, gravitent entre 500 et 600 médecins. Et on a aujourd'hui, c'est vrai que cette enveloppe qui est nécessaire, donc qui a doublé en 4 ans en termes de flux opérationnels. Donc ça c'est très clair. On le disait aussi tout à l'heure. Hein. On le dit souvent chez nous, c'est no free lunch. Ce virage numérique, il apporte des grosses plus-values, mais il coûte plus cher. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, un élément majeur que je partage avec Thierry, c'est que Delta est la fusion en fait de 2 anciens hôpitaux de 350 lits. Et que la philosophie, je vous ai dit, c'est hôpital numérique, hôpital santé sur le patient. Aujourd'hui, 38 salles d'op, 550 chambres, beaucoup moins qu'avant. Durée de séjour est passée de 5 jours à 2 jours et demi. Donc qualité, on a vraiment accentué très fort la médecine non invasive. Alors on ne fait pas non plus de cas difficiles, hein, donc c'est les hôpitaux universitaires qui traitent tous les cas difficiles. Mais globalement, la durée de séjour a fortement diminué et la rentabilité de l'hôpital, elle est aujourd'hui largement assurée. On a 17% de croissance sur les 11 premiers mois de l'année. Donc il y a... Alors c'est fabuleux. Moi-même, je ne comprends pas jusqu'à pourquoi, mais peut-être cette logique. Et en même temps, vous avez vu dans le slide de l'advisory board, le patient est en attente d'une qualité de soins, qualité aussi de séjour. Et donc, il a du Wi-Fi, il a sa télé, il mange bien. D'accord ? Ça, c'est un premier socle. Et en plus, il espère être bien soigné, parce que ça, il ne le sait pas. Mais il a eu un voisin qui lui a dit « va au Chirec », parce que moi, j'ai été bien... C'est comme ça que ça se passe. Et derrière, quand même, je peux vous dire que la qualité... et en diagnostic et en qualité de traitement qu'on a avec les outils qui sont mis à disposition. Et moi, je suis persuadé, je suis un fervent défenseur de l'usage du dossier patient informatisé. Pourquoi ? Parce qu'on y retrouve maintenant les allergies, on a l'ensemble, tous les antécédents, on y retrouve maintenant des logiques d'interaction médicamenteuse, posologie, proposition de posologie minimum, maximum. Donc, c'est des aides à la décision qui commencent à arriver. Je peux vous garantir que on passe très vite de la contrainte à la plus-value lorsqu'on retrouve dans l'outil qui est ergonomique, c'est certain, mais des informations qui permettent d'améliorer la qualité de son travail. Et ça change tout. Alors, également, je rebondirai avec cette ergonomie, parce qu'on a parlé là de coûts, de dépenses, mais a-t-on la capacité, notamment chez les Français, de calculer qu'est-ce qu'on perd avec un outil non ergonomique ? Alors, la slide passait mal, mais je vous dis, les Échos estiment 35 000 € par médecin par an dans chaque établissement passé à remplir le dossier. Un outil non ergonomique, ça fait perdre de l'argent à l'établissement. Sauf que ça, clairement, dans nos mentalités hospitalières, on ne calcule pas cette perte insensible. Enfin, insensible. On ne mesure pas la non-qualité. Et ça, c'est un gros problème parce que clairement, ça coûterait moins cher. On préfère mettre des sous-systèmes pas chers mais qui font en fait perdre de l'argent médical, alors qu'on pourrait gagner de l'argent médical de l'autre côté. C'est un vrai calcul à faire. Oui, Jean-Marc Le Denma, DSI au Centre Henri Becquerel, le centre de lutte contre le cancer à Rouen. Une petite question par rapport à vos fournisseurs. Vous me parlez de redondance entre vos salles informatiques. J'ai vu sur vos slides 3 fournisseurs, Siemens, Varian et le dernier, je crois que c'est GE. Philips. Bon, Philips, je ne connais pas, mais GE chez nous. Où en fait on les tanne pour avoir justement des vraies solutions de redondance. Et malheureusement, ils ne nous proposent aucune solution. Alors je ne vois pas comment vous avez pu, vous, avoir des solutions de redondance. Je vais vous l'expliquer. En fait, sinon, après, nous, on a une solution de redondance, mais maison, mais je veux dire, pas certifiée par l'éditeur. Alors c'était une grosse partie du débat dans
dans la collaboration avec les grands vendeurs. Et c'est clair que bon, Siemens chez nous est voilà, dans les 80 millions, 85 millions d'investissements d'équipements dont je parlais, ils ont récolté une grosse partie au niveau scanner IRM, salle hybride. Très clairement, dès le départ, on a conçu avec eux, est-ce qu'on travaille encore sur cette logique d'IT dédicacé ou d'IT internalisé au data center. L'ensemble aujourd'hui du basculement pour tous les outils, c'est pas que Siemens, c'est également Philips, ce sont les deux grands acteurs, tous leurs systèmes sont virtualisés. Donc l'ensemble des serveurs... La virtualisation ne veut pas dire redondance. Ah non, alors... sont virtualisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de l'intelligence informatique qui pilote les outils biomédicaux aujourd'hui sont dans des serveurs dans le data center. Dès qu'on a cette logique de présence, donc de rapatriement de l'IT biomédical dans le data center, aujourd'hui l'ensemble des systèmes, on a défini, ça s'appelle des SLA, des niveaux de service pour les applications core business, et toutes les applications core business sont automatiquement balancées sur notre data center DRP, avec différents niveaux de service, certaines en haute disponibilité, d'autres avec un niveau de retour à la normale d'une heure, et on définit ce qu'on appelle les RT. Ah non, la redondance se fait au niveau système et pas au niveau applicatif. Et donc, c'est-à-dire que si vous avez un incident, c'est pas un variant qui va vous dire j'ai un incident sur ma base redondée. Alors c'est une très bonne remarque. Ouais. On a pris, c'est une bonne remarque parce que le nombre de fois qu'on s'est disputé avec Philips, par exemple, ils ne garantissaient pas nos systèmes. Eh ben, on a fait le choix, mais avec Philips, bon, alors ils ont des très très bons systèmes, ils ont aussi toutes nos salles de réveil, le monitoring, ils ne garantissaient pas la connexion sur notre réseau Wi-Fi parce que parce qu'on était déjà avec du 5 GHz et qu'ils ne l'avaient certifié qu'en 2,4. Ils ne garantissaient pas l'utilisation de VMware 6.5 parce qu'on était dans un OS reconstruit au niveau de la virtualisation et eux, ils étaient dans 2 versions précédentes. Eh ben, on a pris la stratégie avec notre directeur général de passer outre et donc d'assurer nous-mêmes notre redondance au niveau infrastructure. Et on a déployé nos outils tels qu'on l'entendait. Ça ne veut pas dire que Philips se dédouane complètement de la responsabilité lorsqu'il y a des incidents. Mais c'est clair que ça crée des difficultés parfois en termes de support. Il ne représente pas de solution redondante. Exact. Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Exact. C'est bien le centre hospitalier qui est obligé de se débrouiller. Exact. Oui. Ben, de nouveau, c'est un très bon constat. Et cette partie-là qui n'est pas gérée, on l'intègre nous-mêmes, en fait. Donc notre plateforme de gestion de flux interapplicatifs, on le gère nous-mêmes et on en assure nous-mêmes la redondance. Et c'est vrai que c'est un grand débat. Mais je peux vous garantir qu'avoir intégré ce qu'on a appelé le nouveau cerveau du Chirec, et de pouvoir positionner ce data center et de le remettre en redondance avec un data center professionnel de même niveau, mais donc dans un cloud privé chez un opérateur externe, ça nous donne une force de frappe énorme. Et donc on recrée de la redondance au niveau des systèmes et on le gère nous-mêmes. Très bien. On va encore prendre une dernière question avant de faire la pause et puis passer à la deuxième partie plus visionnaire du débat. Paul a abordé la problématique de l'ubérisation de la profession médicale quand il parlait de la télémédecine. Effectivement, on se rend compte que pourquoi changer alors qu'on est déjà saturé dans son agenda sous prétexte de mettre en place une technologie ne fonctionne pas. On a des exemples qui fonctionnent, par exemple les médecins qui sont écartés pour raisons médicales, grossesse par exemple, qui font de la télémédecine. Il y a des exemples en Normandie notamment, j'ai eu l'occasion d'en voir. J'aimerais un peu avoir votre sentiment par rapport à l'évolution des professions médicales face à cette numérisation. Est-ce que l'approche de l'ubérisation, donc changer complètement la manière de travailler, serait une solution pour accélérer la transformation? Et vous pouvez répondre chacun à votre tour. On l'a évoqué déjà. Il n'existe pas de médecin type. Selon les spécialités, on a des contraintes, des exigences, des cadres totalement différents. Le médecin urgentiste, s'il n'est pas aux urgences, ok, on peut imaginer, je prends cet exemple, un système de santé où il y a des super infirmiers et le médecin urgentiste est devant l'écran à distance et arrive à piloter avec une efficience peut-être plus grande. Mais en principe, on se dit, c'est celui qui est là
Le chirurgien, a fortiori aussi, et même s'il pilote un Da Vinci à distance, c'est lui qui le pilote actuellement. Par contre, le radiologue, déjà, est-ce que les machines vont faire de l'interprétation par intelligence artificielle, etc., à un degré qu'on n'imagine pas actuellement, où on n'a plus besoin du médecin? Mais si on a besoin du médecin radiologue, il peut être n'importe où au monde. Et je pense que les modèles de dire 24/24, il y a un business model où j'assure cette compétence médicale et la nuit, c'est l'Inde qui le traite parce que c'est le jour, etc., ça fait du sens. Donc, selon le contexte, je pense que c'est très différent. Et pour répondre à ta question, les médecins, oui, je pense, sont à fond dans l'informatique. Ils l'utilisent, mais je rejoins 100% ce qui a été dit. Le médecin hospitalier, dans son rôle qui est celui de 95% des médecins hospitaliers actuels, il se heurte à un manque d'ergonomie et c'est pas si évident de le changer. Tu as dit, le directeur, disons, CMIO était très attentif. Je pense on est tous très attentifs, on essaye tous d'avoir des groupes de travail, mais il y a une limite où on doit dire, tu as raison, ce serait bien, mais on ne peut pas le faire. La solution ne peut pas aller là-dedans. On fait des requêtes d'évolution où on sait que les éditeurs ne peuvent pas répondre non plus, puisqu'il y a toujours d'autres éléments sur les milliers de clients. Donc le médecin, il espère mieux. Je crois l'élément qui est fondamental actuellement, c'est ce que tu as dit, c'est qu'on arrive à, en quelque sorte, passer ce cap où, malgré des désavantages, on passe de l'autre côté et on voit aussi les côtés positifs que ça apporte. Le problème, c'est quand on est là, on voit que les désavantages. Et on n'est pas encore dans « Ah, waouh, ça nous apporte ça ». Je voudrais ajouter un petit point. Denis me dit toujours un médecin, ça ne se forme pas, ça s'accompagne. Alors, la nuance, elle est là. Nos systèmes, on a mis en place toute une équipe, nous, parce que c'est vrai que je n'ai pas bien répondu peut-être à la notion de gestion du changement tout à l'heure. On a une équipe de coachs en interne et on a une rotation quand même importante dans nos médecins, il y en a qui rentrent, qui sortent, pour pouvoir avoir accès à leur IT, donc leur login, password, leur email, etc. Ils ont d'abord l'obligation de suivre une formation. C'est la seule fois où on les forme. Après, c'est clair que la gestion du changement, c'est de l'accompagnement. Et pour le bloc opératoire digital, on a aujourd'hui un coach dans le quartier opératoire full-time, d'accord, qui est là en permanence et qui a tel médecin, tel problème, il va voir. Et donc, on se pose la question aujourd'hui de savoir si demain, le secteur biomédical ne va pas être intégré au département des systèmes d'information. Et donc, petit à petit, ça se mixe, mais c'est très clair que l'appropriation des outils, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Avec un médecin, en effet, qui est surchargé, qui n'a pas le temps, mais qui, dans certains... Moi, je reviendrai par rapport à la télémédecine sur trouver les bons cas métiers. C'est ça qui est important. Moi, j'ai développé un tout petit projet avec le directeur de la PMA. Pourquoi ? Parce que la PMA chez nous marche très bien, parce qu'on a énormément de patients français. Voilà, c'est le cadre législatif qui veut ça. Les 2 premières consultations se font en vidéoconférence et ça marche très bien. Et puis après, il y a certains actes qui nécessitent vraiment une présence physique, d'autres pas. Et donc, trouvons ces bons cas métiers pour savoir quelle technologie on apporte à quelle réalité métier. Arnaud ? Ouais, juste un petit mot. La télémédecine, c'est très bien. Ça ne fait pas gagner du temps médical. Ça fait gagner du temps de transport, du temps de déplacement. La consultation médicale, vous avez beau la faire en physique, en télémédecine, c'est toujours la même. La durée d'interprétation d'une imagerie, c'est toujours la même. Et pour ça, il va falloir changer des mentalités. Alors, on parlait de l'accompagnement des médecins, mais il va falloir aussi accompagner les directeurs. Et oui, là, alors, c'est un truc tout bête. J'ai mis en place, alors c'est facile parce qu'en fait, moi, je leur demande pas toujours l'avis. Donc, c'est comme ça facilite un peu la chose. Mais j'ai mis en place le télétravail des médecins urgentistes. Les médecins urgentistes, comme tout médecin, ils ont un temps de travail administratif. En quoi ça change que ce temps de travail il soit réalisé à l'hôpital ou chez soi ? On a mis des barèmes, etc. C'était l'horreur dans la direction. Mais comment ça, ils vont travailler chez eux, mais ils ne sont pas à l'hôpital, alors on ne peut pas les payer ? Je sais pas, moi. On m'a mis en place la rédaction de protocole. Vous rédigez un protocole chez vous, vous le rédigez à l'hôpital. Peu importe, c'est la même chose. Mais c'est difficile à passer dans la barrière
de la direction hospitalière française. Et c'est dommage parce que non seulement, je ne suis pas un grand humaniste, hein, ça se saurait depuis le temps, c'est que d'un côté, est-ce qu'il vaut mieux payer un médecin à venir 8 heures, à prendre le café, discuter avec ses potes, etc., ou payer quelqu'un à l'objectif réalisé? C'est beaucoup plus intéressant financièrement de dire, vous avez fait un protocole, c'est une journée. Vous avez fait un cours interne, c'est une demi-journée. Après, il le fait en 2 heures, en 8 heures, en 10 heures, c'est son problème. Mais j'ai changé la mentalité de payer au temps de présence, je paye à l'objectif. Et là, il y a une carotte. Et c'est pareil, on va essayer de faire de la télémédecine pour les urgences, pour la petite traumato. Avec des médecins, on va essayer de proposer ça à l'administration, on va voir s'ils réagissent. Un médecin chez lui, d'astreinte, qui, quand ça déborde aux urgences, se prend toutes les radios, fait les interprétations de l'imagerie pour ses collègues qui sont à la consultation pour faire gagner du temps. Mais pour ça, il va falloir qu'il ait une carotte, le médecin. Or, que je disais pour un autre sujet, les infirmiers, il y a 20 ans, ils ont fait grève avec ni bonne, ni nonne, ni conne. Eh bien, il faudra aussi que tout le monde arrive à comprendre que les médecins, ça marche comme ça. Il faut cesser, c'est bien, on a une vocation, tout ça, mais il faut arrêter qu'on nous mette tout sur le dos de la vocation. C'est un métier. Donc l'objectif, c'est de gagner un salaire. C'est pas plus compliqué que ça. On ne fait pas ça, on ne fait pas tous French Doctor pour aller soigner contre monts et vallées. On est là pour travailler. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait un intéressement financier à cette chose-là. Et ça, c'est très, très compliqué parce qu'il va falloir qu'il y ait un vrai rapport entre combien je dépense et combien je gagne. Et parfois, il semble que dans les directions hospitalières, ce soit un concept qui soit excessivement compliqué, ce rapport objectif-investissement, excessivement compliqué à comprendre et à mettre en place.